L'époque du e-commerce où on pouvait se contenter de prendre la dernière chinoiserie du moment et de simplement mettre son logo dessus est révolue. Si vous n'êtes pas encore vendeur, par pitié, arrêtez de croire ce qu'on vous dit sur internet. Ce n'est clairement pas aussi simple que ce que certains veulent vous faire croire, sans doute pour vous vendre je ne sais quoi. Si vous essayez de prendre un produit qui fonctionne sur Amazon, de trouver et d'acheter exactement le même sur Alibaba, puis d'envoyer directement dans les entrepôts d'Amazon pour faire du FBA, eh bien il y a de grosses chances pour que ça foire sévère. Et si vous aviez de la chance et que ça fonctionnait, eh bien ça durait combien de temps avant qu'un autre Pékin débarque, vendre exactement la même chose que vous et en baissant le prix pour vous piquer toutes les ventes? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vendez la même chose que les autres, et ça, peu importe la marketplace finalement, la différence pour le consommateur se fera donc sur le prix, et plus vous serez nombreux à vendre le même produit, plus les prix vont naturellement être tirés vers le bas. Vous aurez sans doute moins ce problème si vous vendez sur votre propre site, mais bon, de plus en plus de consommateurs iront voir sur AliExpress ou Temu pour voir si un produit similaire au vôtre est vendu pour beaucoup moins cher. Même si c'est parfois compliqué, que c'est un processus long et complexe, créer son propre produit est beaucoup plus gratifiant et aussi nettement plus fun. Car oui, quand vous faites le travail jusqu'au bout, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau et de potentiellement meilleur. Et pour moi, c'est clairement une des meilleures parties de ce travail, car ça donne l'impression d'apporter de la valeur au monde et pas de simplement vendre des daubes pour pas cher. Bref, que vous vouliez faire du Amazon FBA ou créer une marque pour vendre sur du long terme, tout en faisant le maximum d'argent possible, vous allez devoir vous différencier. Nous allons donc voir les différents types de différenciation, ainsi que les différentes méthodes que j'utilise pour avoir un maximum d'idées et d'essayer de savoir ce que veulent les gens. Car oui, vous faites ça pour eux quand même. Vous allez avoir un grand nombre de types de différenciation, mais les principaux vont être la fonctionnalité, le design et l'offre. Pour le design, bon, vous l'aurez compris, c'est simplement l'esthétique du produit. Si par exemple vous souhaitez vendre un tapis, est-ce que vous pouvez apporter un design qui plaise de manière générale ou alors à une audience plus spécifique? Par exemple, si le mot-clé que vous ciblez est tapis pour enfants, votre objectif sera donc de trouver des motifs ou alors un design qui soit attrayant pour eux. Ce type de différenciation fonctionne pour un bon nombre de produits, mais attention, pas sur tous. Évidemment, si vous vendez du PQ ou d'autres produits dans ce style, le design n'aura pas tellement d'importance aux yeux des potentiels clients. La fonctionnalité, comme son nom l'indique, c'est d'ajouter une fonctionnalité à votre produit. Soit parce que les gens se plaignent sur les listings concurrents, ou alors pour avoir un produit multifonctionnel. Les gens aiment plutôt ça. Pour vous donner un petit exemple, voici le Walnut Picker Upper. Alors bon, c'est comme son nom l'indique, c'est un outil pour ramasser des noix. Et en gros, les produits de base, vous voyez, c'était celui-ci. Comme ça, donc vraiment relativement simple, juste on ramasse ces objets. Et en gros, il y en a qui sont arrivés ensuite sur le marché un peu plus tard avec l'innovation technique comme on peut voir sur les autres, avec en fait une petite trappe sur le côté tout simplement pour venir ensuite verser ces noix dans un sac ou n'importe quoi d'autre. Et vous voyez, c'est pas une innovation technique incroyable de fou furieux, simplement un petit truc en plus, petit bonus. Et vous voyez que maintenant il n'y a quasiment que des produits avec cette fonctionnalité là et les anciens sont un peu morts, donc là on peut en revoir 2-3 des anciens, mais c'est vraiment ceux-là qui ont pris le dessus quoi. C'est donc de ne plus vendre simplement un produit, mais de créer une offre, soit en combinant plusieurs produits ou en ajoutant des bonus pour rendre votre produit plus attrayant. Maintenant vous voyez que pour ce bain glacé, à peu près tous les vendeurs vendent exactement la même chose. C'est assez difficile de se différencier. Et là, vous pouvez voir que cette marque a justement créé une offre pour se différencier de ses concurrents. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont simplement rajouté des produits en bonus en plus du produit. Et vous pouvez voir, c'est pas non plus des trucs incroyables. Donc ils ont rajouté un petit sac de transport, une petite épuisette pour ramasser les feuilles ou les cochonneries dans le bain et un thermomètre pour mesurer la température. Donc vous voyez, au final, ça a dû coûter peanuts à produire en Chine. Et ça leur permet d'avoir quelque chose de différenciant. Et apparemment, ça marche vu qu'ils en ont vendu 300 le mois dernier. C'est plutôt solide. Pour ce type de produit, vous auriez aussi la possibilité de créer une sorte d'e-book, par exemple avec des exercices ou quelque chose comme ça, histoire de rendre le produit un peu plus sexy et d'offrir quelque chose en plus aux utilisateurs sans que ça vous coûte grand chose, vu que un e-book, franchement, ça coûte que dalle quoi. Pour vous différencier, vous avez également d'autres moyens comme la taille, la couleur, le fait de faire des lots, si c'est environnement friendly, les matériaux, le marketing aussi, ça a son importance, donc si votre listing est meilleur, si vos photos sont plus belles, bref, je pense que vous avez saisi l'idée. Analysez ses concurrents.
Un premier moyen d'obtenir des idées d'amélioration va être d'analyser les lacunes de vos concurrents. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'analyser les reviews négatives sur les listings Amazon pour savoir avec précision quels sont les avantages et les inconvénients du produit en question. Vous avez différents moyens de faire cette analyse, mais si vous êtes flemmard comme moi, je vais vous montrer l'outil exact que j'utilise. Alors personnellement, j'utilise l'extension Chrome qui s'appelle Shulex. Vous pouvez chercher sur internet ou je vous mettrai le lien dans la description. Donc il y a une version payante, mais la version gratuite permet quand même de faire une dizaine d'analyses par jour. Donc bon, c'est généralement assez suffisant. Et donc là j'ai pris un produit au hasard, vous voyez, j'ai lancé l'analyse. Et en fait il va nous permettre d'avoir vraiment pas mal de données différentes. Donc là il va nous donner les points positifs du produit. Donc on peut voir que par exemple les gens aiment bien le fait que le produit soit facile à utiliser, qu'il soit compact. Qui fasse à peu près bien le job vu que c'est un absorbeur d'humidité, donc oui, il améliore la qualité de l'air, merci. Et donc là ça vous permet d'avoir les raisons pour lesquelles les clients aiment bien ce produit. Et ensuite ce qui va nous intéresser surtout ça va être les points négatifs, donc pourquoi les gens n'aiment pas le produit ou qu'est-ce qu'ils voudraient en plus en fait. Donc là par exemple on peut voir que bon, pas très efficace, donc j'imagine qu'on peut améliorer l'efficacité du produit. Et ensuite on peut voir qu'en deuxième point on a le fait que le réservoir soit trop petit. Donc pour un absorbeur d'humidité, vous voyez, c'est quand même un point important que le réservoir soit conséquent. Donc ça pareil c'est quelque chose qu'on pourrait noter pour se dire ok, potentiellement là aussi il y a quelque chose à faire sur ce point là. Après là vous avez les motivations à l'achat, bon là en l'occurrence c'est un absorbeur d'humidité, mais vous voyez qu'ils mettent un bon rapport qualité-prix, recommandé, des reviews positives. Bon, ça peut donner quelques infos supplémentaires. Après vous avez les attentes des clients. Donc ben là, vu que c'est un produit avec plutôt technique, ça va être sur ses capacités techniques. Et ensuite, vous avez les scénarios d'utilisation. Ça peut être utile sur certains produits. On se demande, ok, dans quel cadre les gens vont l'utiliser. Est-ce qu'ils vont l'utiliser plutôt dans un cadre professionnel ou alors dans un cadre personnel. Là, par exemple, on aurait pu avoir des infos pour savoir où est-ce qu'ils vont placer l'appareil, enfin l'absorbeur d'humidité. Est-ce qu'ils le mettent dans leur voiture, dans leur chambre, dans leur salon? Et ça pourrait nous donner des idées de différenciation par rapport à ça. Par exemple, si c'était pour la voiture, on pourrait voir comment le rendre stable dans une voiture ou comment est-ce qu'il pourrait s'insérer bien à un endroit particulier, ce genre de détails. Cette extension permet aussi de faire pas mal d'autres choses. Je ne vais pas tout vous présenter là parce que ce serait un peu long. Mais sinon, si jamais vous ne voulez pas la télécharger, vous pouvez également utiliser Helium 10 ou alors carrément faire à la main en prenant toutes les reviews, les mettre dans ChatGPT et essayer de trier les données un petit peu à la main. Mais ce serait assez chronophage et assez chiant alors que là, bon, tout est fait direct. Analyse des autres marketplaces. La seconde méthode que j'utilise est simplement de regarder ce qui se fait ailleurs. J'aime bien me rendre sur Etsy ou Pinterest car ils sont en avance sur les tendances, notamment pour tout ce qui touche au design. Si un produit se vend bien sur Etsy, il y a également de fortes chances qu'il se vende bien sur Amazon. Si vous vouliez donc vendre un tapis pour enfants, vous pourriez regarder les designs tendances sur Etsy ou Pinterest pour vous inspirer ou du moins comprendre les dernières tendances du moment. Là par exemple, on peut voir que sur Etsy, c'est beaucoup des tapis avec des tons assez clairs, sobres, des couleurs un peu pastel. Donc j'imagine que si on arrivait avec un jaune fluo ou quelque chose comme ça ne fonctionnerait pas. Et donc ça nous permet de comprendre un peu mieux ce que les gens veulent, ce qu'ils achètent, et de pouvoir donc s'en inspirer pour créer notre propre produit. L'étude de marché avec ChatGPT. Après avoir utilisé les deux méthodes précédentes et vous êtes cassé le crâne pour trouver un angle intéressant, c'est là que notre ami l'IA intervient. Ouais, tant qu'à faire, il va venir nous donner un coup de main. Si vous n'avez pas la version payante de ChatGPT, eh bien vous pouvez simplement lui expliquer votre démarche, lui dire que vous cherchez à améliorer tel produit avec telle audience et lui demander en fait des idées de fonctionnalité ou de différenciation pour vous aider. Si vous avez la version payante, ce que je recommande, c'est d'utiliser ces deux GPT. Vous avez donc Maverick et ChatGPT Trends. Maverick va vous permettre de faire une sorte de mini-étude de marché, ce qui va être un atout considérable. Et le GPT Trend va vous aider à avoir une tendance du marché et voir dans quelle direction il part. Alors nous voilà sur ChatGPT, donc il vous suffit de vous rendre dans Explore GPTs, de taper Market Research Maven, donc c'est le GPT en question, qui va vous permettre en fait de faire une mini-étude de marché. Alors évidemment, ça ne vaudra pas ce que pourraient vous faire des agences professionnelles, mais au moins ça ne vous coûtera pas 3000 € et vous aurez un résultat assez rapide pour déjà avoir des données assez solides
pour vous faire un premier avis du marché et aussi avoir de différentes idées de différenciation et des données aussi sur vos concurrents. Donc là, je lui demande de me faire une étude de marché sur les tapis pour enfants. Je reprends l'exemple d'avant, hein. Et donc là, il va nous faire une petite analyse des consommateurs. Donc il va me dire que les consommateurs, ils veulent quelque chose qui soit esthétique, qui soit adapté à la chambre de l'enfant, mais aussi qui soit fonctionnel, facile à laver, avec évidemment des matériaux non toxiques. Pour les enfants, c'est mieux, et antidérapants pour pas qu'on s'explose dessus. Donc là, on a le comportement, vous avez la démographie, donc la tranche d'âge, pas mal, c'est intéressant ça, 25-45 ans, avec un niveau de revenu moyen à élevé, et qui accorde de l'importance à la qualité et à la sécurité des produits pour enfants. Donc ça, pareil, c'est des infos qui sont intéressantes. Là, vous avez la taille du marché, donc c'est pas mal. La croissance, les tendances, ça c'est vraiment pas mal. On dit que l'éco-responsabilité et la personnalisation sont des tendances fortes, avec une croissance pour des produits écologiques, personnalisables et intégrant des éléments éducatifs. Et si on réfléchit rapidement, c'est un peu ce qu'on voit émerger avec tout ce qui est Montessori, et aussi tout ce qui est éco-responsable, ça correspond plutôt pas mal. Là, il vous donne les acteurs clés du marché, et ensuite il vous fait une petite analyse concurrentielle. Bon, il faudra quand même que vous en fassiez une de votre côté, mais ça vous donne quand même les forces et faiblesses principales. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils se distinguent par leur capacité à innover, notamment par l'intégration de technologies et de matériaux nouveaux et sûrs. Ouais, ok. Donc là, dans les faiblesses, on a un point intéressant aussi. Certaines marques peuvent être perçues comme trop chères ou ne répondant pas aux préoccupations écologiques des consommateurs. Après, dans les tendances, donc dans la même logique, il nous parle des matériaux recyclés, de la personnalisation. Et ensuite, pareil, dans la préférence, on a encore une fois l'impact environnemental, des produits durables et multifonctionnels. Après, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut continuer à lui poser des questions. Moi, j'aime bien essayer d'avoir des idées de fonctionnalités, donc on peut essayer de lui demander. Donc là, je vais lui demander des axes de différenciation ou des idées de fonctionnalités pour faire le meilleur tapis pour enfants au monde. Et voilà, tac, il nous a donné une dizaine d'idées d'axes de différenciation ou de fonctionnalités possibles. Donc on peut voir, encore une fois, on a la durabilité et l'écologie qui revient. Mais effectivement, on pourrait essayer de se positionner comme une marque écologique, pourquoi pas. Sécurité et confort, donc pourquoi incorporer des matériaux anti-allergéniques, antimicrobiens, ouais, ok. Concevoir des tapis avec des textures ultra douces et confortables pour les peaux sensibles. Ouais aussi, pourquoi pas, à voir. Donc là il nous dit d'intégrer des éléments ludiques et éducatifs comme des puzzles ou des jeux de société directement dans le design du tapis. Donc ça irait dans la tendance un petit peu du Montessori. Ça pourrait être une option intéressante, ou des couleurs, des motifs qui stipulent l'apprentissage et le développement sensoriel. Donc ouais, on pourrait aller sur des tapis éducatifs, ça peut être aussi une niche. Il faudrait creuser un peu plus. Là, il nous dit qu'on pourrait avoir la personnalisation, donc offrir en fait le fait de personnaliser son tapis. Bon, sur Amazon c'est compliqué, mais pourquoi pas donc regarder dans tout ce qui est print on demand. Ça se fait sur Amazon aussi. À voir. Donc là, il nous parle de technologie, donc carrément développer une application liée au tapis en proposant des activités éducatives. Bon, là, ça part un peu plus loin, plus compliqué à faire, mais ça peut se regarder. La facilité d'entretien, effectivement, je pense que c'est un bon point aussi. Donc des tapis qui soient lavables en machine et qui soient résistants aux tâches, les coups de crayon, les feutres, etc. Je pense que c'est pas mal. Et après, l'engagement social, bon là, c'est un peu compliqué à faire sur Amazon malheureusement, mais si on voulait sortir du scope d'Amazon par la suite, ça pourrait être pareil, une bonne solution. Alors ensuite, le deuxième GPT que j'aime bien utiliser, c'est Trend Analyst. Donc pareil, vous allez sur les GPTs et vous tapez Trend Analyst. Et ensuite, là, je vais redemander quelle est la tendance pour les tapis pour enfants. Donc ça permet de confirmer un petit peu ce qu'on a vu juste avant avec l'autre GPT. Donc là, il nous dit que il y a une tendance sur les motifs ludiques et éducatifs, donc comme on l'a vu avec tout ce qui est Montessori, etc. Donc pareil sur la durabilité, les matériaux écologiques, encore une fois. Là, il y a un point qui nous intéresse, le point numéro 3, ce qui est couleur et design neutre. Et c'est assez marrant parce que si on lit, donc bien que les couleurs vives restent populaires pour stimuler l'intérêt des enfants, il y a une tendance croissante pour les designs et couleurs plus neutres. Et c'est assez drôle parce que c'est exactement ce qu'on a vu sur Pinterest et Etsy, où il y avait quasiment que des designs avec des couleurs sobres, pastel, assez neutres. Ça confirme donc plutôt bien ce qu'on a vu.
Ces choix permettent au tapis de s'intégrer plus facilement dans diverses décorations intérieures et de rester plus pertinent à mesure que les goûts des enfants évoluent. Quand on y pense, c'est plutôt logique finalement. On va s'arrêter là, mais il nous donne d'autres détails et on pourrait continuer à lui poser des questions pour creuser dans notre recherche et essayer d'analyser la tendance un petit peu plus en profondeur. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal d'informations. Analyse de Reddit ou des groupes Facebook. Le dernier point est important car n'oubliez pas que vous ne faites pas cela juste pour vous ou pour gagner quelques billets, mais vous êtes là pour créer un produit qui réponde à un besoin et si possible que les gens vont aimer. Et bien pour ça, rien de plus simple que de leur demander directement. Ça paraît court, mais dans les faits, c'est souvent assez pénible à mettre en place et aussi beaucoup de niches ne s'y prêtent pas forcément. Je recommande quand même d'essayer d'obtenir des réponses de personnes qui utilisent déjà le type de produit que vous souhaitez vendre. Le meilleur site pour moi, c'est clairement Reddit, car il y a des subreddits, c'est des sortes de groupes si vous ne connaissez pas. Car il y a énormément d'utilisateurs actifs, mais également car on peut trouver quasiment toutes les niches possibles et imaginables. Vous pouvez donc vous y rendre pour poser des questions pour en savoir plus sur les besoins de votre cible et ainsi obtenir différentes pistes d'amélioration. Si vous voulez aller un peu plus loin sur Reddit, j'ai présenté dans une vidéo précédente l'outil Gummy Bear qui permet de faire de l'analyse de masse sur Reddit, ce qui peut s'avérer assez utile dans certains cas. Pour ma part, j'ai également essayé sur tout ce qui est groupe Facebook, mais pour moi c'est vraiment mort, j'obtiens jamais de résultats, soit personne ne me répond, soit c'est des groupes totalement de spam où il n'y a rien qui se passe. Bref, j'ai jamais eu aucune piste intéressante sur Facebook. Si votre niche s'y prête et que vous avez le courage, rendez-vous directement sur les lieux physiques. Si par exemple votre produit est pour les garagistes, allez dans votre ville en voir quelques-uns et ça vous permettra d'avoir des réponses fiables et plutôt exactes. Normalement, si vous avez fait chauffer votre cerveau et que vous vous êtes aidé de ces méthodes, vous avez trouvé au moins un axe de différenciation. Comme on l'a dit en début de vidéo, évitez de choisir la différenciation par le prix, car vous serez très souvent perdant et vous n'arriverez jamais à battre les Chinois sur ce terrain-là. Si vous êtes déjà vendeur, j'espère que j'ai pu vous donner quelques idées intéressantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à en partager si vous en avez d'autres. Et si vous n'êtes pas encore vendeur, j'espère que vous avez pris conscience de l'importance de se différencier. Vous êtes maintenant armé pour rentrer dans l'arène et bâtir votre projet un peu plus sereinement. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour suivre les traces, mais pour en créer de nouvelles, et aussi pour vous amuser un peu.